Bienvenue sur Fragile, le podcast qui raconte l'île de Porquerolles aujourd'hui à travers le regard et le portrait d'hommes et de femmes qui l'habitent, l'aiment et la font vivre. Comment sont-ils arrivés ici ? Comment voient-ils l'île évoluer ? Quel est leur endroit préféré ? Les souvenirs qui les ont marqués ? Écouter les habitants raconter Porquerolles, c'est entrer dans l'intimité de l'île, lieu d'histoire, d'inspiration artistique, de diversité biologique, de contrastes et de paradoxes. Un endroit précieux et fragile. Je suis Ingrid Blanchard et je reçois aujourd'hui Éric Rossi. Bonjour Éric. Éric, vous êtes né au milieu des années 1930 et avez grandi à Porquerolles. Vous êtes l'aîné d'une fratrie de 7 enfants. Votre mère était une pianiste talentueuse originaire de Suisse. Elle a beaucoup fait pour l'île et pour la vie culturelle sur l'île. On en reparlera. Votre père était porquerolais. Vous n'avez pas vécu toute votre vie sur l'île, mais une grande partie. Vous avez tenu la station essence près de la capitainerie et vous avez exercé bénévolement en tant que patron de la SNSM, Société nationale de sauvetage en mer. Pour commencer, Éric, est-ce que vous pourriez compléter un petit peu cette présentation et m'expliquer à quand remonte l'installation de votre famille à Porquerolles ? Alors, ça commence par une aventure assez extraordinaire. C'est une jeune femme, une petite Suissesse, qui s'appelait Marie. Elle ne s'appelait pas Marie pour l'état civil, elle s'appelait Marie, elle. Elle avait trouvé que c'était plus agréable de se baptiser elle-même. Et à 18 ans, petite bourgeoise, grande bourgeoise, parce que c'était la fille d'un milliardaire de l'époque suisse, qui s'appelait Schmitt, et qui a construit entre autres les 2 ponts majeurs de Genève, qui sont le pont du Mont Blanc et le pont de la Machine, qui sont en bout du lac, vers la sortie du lac, c'est le début du Rhône. Bon, il avait une grosse entreprise de fer à l'époque, de Eiffel, ces grandes constructions. On faisait de la mécanique partout et de la mécanique rivée. Bon, lui qui y avait. Bon. Et donc cette jeune fille, à 18 ans, est partie à Istanbul, qui s'appelait Constantinople à cette époque-là. Il n'y avait pas encore de chemin de fer pour y aller. Donc elle est passée par Marseille en bateau pour une dizaine de jours. Et elle est partie là-bas comme préceptrice des enfants du sultan. Les familles régnantes de l'Empire ottoman de l'époque venaient en Suisse assez souvent, comme beaucoup de têtes couronnées de tous les pays, de tous les coins. Et ils avaient des liens avec la Suisse. Ils avaient trouvé que c'était très bien pour leurs enfants d'avoir une gouvernante suisse qui leur apprenait les bonnes manières, la façon de bien se tenir à l'européenne. Voilà. Alors cette jeune femme est venue en vacances. Après 2 années passées à Constantinople, elle est venue sur la Côte d'Azur, en été, alors que les gens de sa condition venaient en hiver. Hier, c'était un endroit où les gens ne venaient pas en été, ils venaient en hiver. Les Anglais, les Allemands, les Suisses venaient en hiver parce qu'il faisait bon, il faisait beau, il faisait agréable. Et les grands hôtels qui sont maintenant transformés en autre chose que des hôtels, il y avait beaucoup de grands hôtels hier. Les gens venaient donc en été, personne n'était là. Et bien cette grand-mère, cette Marie, est venue en été, elle avait 20 ans. Et elle n'était pas majeure à l'époque, puisque les Suisses, à cette époque-là, étaient majeurs à 21 ans. Donc elle est venue, et puis elle est venue à la Tour Fondue avec une calèche, dont j'ai une photo, c'est une calèche, avec 2 chevaux qui faisaient le service de la Tour Fondue, déjà. On est en quelle année, là ? On est en 1874. Elle est partie à Istanbul en 72, elle était née en 54. Donc, et en 74, elle est venue ici en été, donc. Elle est venue à Nice d'abord, et puis elle est venue ailleurs. Et un jour, à la Tour Fondue, elle a dit « Qu'est-ce qu'il y a là-bas ?» Elle a dit « Il n'y a rien du tout à voir. » Et elle a dit « Je vais y aller. » Alors elle est venue, je ne sais pas très bien comment, peut-être avec la chaloupe à vapeur des marins, peut-être avec des pêcheurs, je ne sais pas. Elle est venue donc ici, et elle est prise pension dans un petit estaminet qui servait aux marins pêcheurs de refuge quand il faisait mauvais temps, puisque sans moteur, les bateaux, quand ils faisaient une renverse de vent, restaient sur place. Donc ce petit estaminet se situe en dessous de ce qui est l'escale maintenant, le grand bar. Ça s'appelait Le Progrès. D'accord. Alors ce petit hôtel était 3 francs par jour, la pension. Et quand elle est arrivée, on lui a dit, vous savez, c'est pas trop un endroit pour une dame. Elle était toute seule, elle est Elle partie était toute toute seule. seule. Non, elle était toute seule, sans c'était pas l'époque des compagnons encore, c'était toute seule. C'était une fille assez extraordinaire.
D'ailleurs, on verra par la suite, je vous raconterai la suite, elle était vraiment un personnage assez particulier. C'est pas une jeune femme qui faisait du ski, par exemple, avec une robe qui lui tombait aux chevilles, un seul bâton de ski, et voilà, elle faisait des choses que... Elle était un précurseur, c'est une femme d'aujourd'hui qui est née 2 siècles avant nous. C'est ça, extraordinaire. Et alors, elle a passé 1 mois ici, et alors, comble du comble, elle allait se baigner dans la mer, et personne ne se baignait à cette époque-là. Les militaires qui étaient nombreux à Porquerolles, puisqu'il y avait un camp, n'allaient pas, et voilà, l'IGESA actuelle. Bon, ça c'était donc, qui a servi à plusieurs fins. D'abord, ça a été des gens qui rentraient des colonies malades, c'était une espèce de lazaret, une espèce de mise en quarantaine, notamment la guerre de Crimée, tout ça. Donc les militaires, ils allaient au bistrot sur la place. Il y avait d'ailleurs plus de bistrots qu'à l'heure actuelle. Pratiquement tous les restaurants actuels étaient des bistrots avant, sur le tour de la place. Ils allaient là et puis rentraient leur casernement. Bon. Et les pêcheurs et les quelques ouvriers agricoles qui étaient ici, personne n'allait à la plage. Et elle se baignait dans un simple appareil que cette arrière-grand-mère donc, a dit à ma mère, qui c'était sa grand-mère, donc, lui a dit, ben écoute, voilà, je me baignais toute nue à la plage et personne n'est jamais venu me voir. Bon. Mais elle avait 20 ans. Elle est rentrée chez elle, en Suisse, à Genève. Elle s'est mariée plus tard et elle a eu 3 enfants. Et pour ses 20 ans de mariage, ils ont décidé avec son mari de faire un voyage un peu exceptionnel. Alors, ils étaient déjà allés très loin, ils étaient allés en Égypte, ils étaient allés en Allemagne, ils étaient allés en Angleterre, en Suède. Et enfin, c'est des gens qui voyageaient beaucoup. Et elle a dit, ben, tu sais, moi, je voudrais retourner à Porquerolles. Et voilà partis, donc, 5 personnes, le couple de mes arrière-grands-parents, et puis ma grand-mère et ses sœurs, sont venus à l'hôtel. Et à ce moment-là, il y avait déjà un hôtel qui était le Grand Hôtel des Îles d'Or, à la place de la Licastre de maintenant, à la place de la banque et du loueur de vélo. C'était un ensemble qui est un hôtel, que j'ai connu, moi. Et alors là, on est au début du XXe siècle. Elle avait 20 ans de mariage en plus, donc je pense que c'est dans les années 1908 ou 10, un peu avant Fournier. C'était encore la société foncière qui était là. Peut-être même avant la société foncière, parce que la société foncière, il n'est resté que 3 années ici. Donc ça a été... Donc, mais l'hôtel existait, donc je pense que c'était déjà la société foncière qui avait déjà le domaine complet. Et ils ont passé ici une quinzaine de jours ou 3 semaines, je ne sais pas exactement la durée, et puis ils sont rentrés chez eux en Suisse. Et parmi les filles, les trois filles de cette dame, il y avait la dernière, la cadette, a épousé un pasteur protestant qui, pendant la guerre de 14, était à Douai, dans le Nord. Alors lui, il était universitaire suisse, donc parlait allemand, français couramment, et il a servi de tampon entre les troupes allemandes et les troupes françaises qui se sont battues à Douai. Leur maison a été complètement détruite, et ce sont des gens qui ont tout perdu pendant la guerre de 14. Après, ils sont rentrés chez eux, et au bout d'un certain temps, ce professeur de théologie, pasteur protestant, important, c'est un homme intellectuel important de Genève, a dit à son épouse, je voudrais te montrer la Grèce, mais ils n'avaient pas d'argent, donc ils ont décidé de venir dans un pays qui ressemblait à la Grèce, qui était Porquerolles, où cette grand-tante a eu le bonheur de venir petite fille. Elle est venue ici, elle avait une dizaine d'années. Et quelques années après, ce couple-là, le pasteur et son épouse, donc ma grand-tante, ont acheté une maison ici, qui s'appelle l'Oasis, qui est juste en face de chez nous, là, sur la place devant l'école. Et à partir de cette époque, ils ont acheté cette maison en 1922. Et à partir de cette année, de 1922, toute la famille maternelle, puisque c'est la famille de maman, est venue dans cette maison, à tour de rôle, en été. Tout le monde est passé par là, y compris maman. Maman elle est née en 13, maman. Donc, en 22, elle avait 9 ans. Elle est venue petite fille, puis jeune fille, etc. Donc, pendant très longtemps, toute la famille venait là. Et puis, cette jeune fille de 9 ans, elle est devenue une jeune femme. Et puis, le soir, elle allait danser dans un hôtel qui s'appelle l'Hôtel de la Poste. Là, et puis, elle allait danser non pas avec les militaires, parce qu'à cette époque-là, les militaires avaient changé
C'était la marine qui était là-haut. Mais la marine avait surtout une antenne au phare de Porquerolles. Et au phare de Porquerolles, il y avait une station radio militaire qui servait de relais entre l'Algérie et Paris pour le gouvernement. C'est-à-dire que les messages du gouverneur général d'Algérie passaient à Porquerolles et Porquerolles leur expédiait ce message à Paris, puisque les appareils n'étaient pas suffisamment puissants pour faire le transfert direct d'Algérie à Paris. Et le téléphone n'existait pas encore partout comme ça. Et mon père, qui était dans cette organisation, avait un don assez particulier. Il avait fait l'école des télégraphistes à Marseille et il pouvait réexpédier sans écrire. C'est-à-dire qu'il recevait en morse un message qui était codé, donc c'était une succession de lettres et de chiffres incompréhensibles pour n'importe qui. Et il fallait réexpédier ça à Paris. Et lui, il pouvait faire ça sans écrire, c'est-à-dire qu'il recevait et en même temps il réexpédiait. Et ça faisait gagner 1 heure parce que les messages étaient longs, il fallait les écrire, ensuite il fallait les réexpédier. Bon. Donc ils étaient 3 ou 4 avec ce petit don particulier, ce qui fait qu'il a fait un long service ici, il a passé 4 années à Porquerolles. Mais il était marseillais, lui, il venait de Marseille. Voilà. Et bon, quand il avait un peu de liberté, il allait aussi au bar de la Poste, voilà. Et j'ai une date connue maintenant, c'est la rencontre de ces 2 personnes, un jour de Sainte-Anne, un jour de la fête du village. Et j'ai même des détails plus précis, puisque maman m'a fait des confidences après. J'ai tout ça, j'ai une date très précise, mais en fait, ça intéresse que nous directement. Il y a pas un 23 juillet, en l'occurrence. En quelle année ils se rencontrent? Ils se sont rencontrés en 30. En 30, oui. D'accord. En 30, et donc ma mère est repartie en Suisse pour finir, comme elle était pianiste, elle était pianiste et en même temps elle était danseuse, parce qu'elle a fait partie de la troupe d'un monsieur qui est très connu dans la danse, qui s'appelle Jacques Dalcroze, et qui a créé la danse dite rythmique, c'est-à-dire où on danse pieds nus, sans chaussons. Les pointes sont des vraies pointes, c'est-à-dire qu'on est sur le bout du pied, non pas du tout sur les orteils comme une danseuse de ballet. Et puis, avec des habits qui sont des habits de danseuse moderne, et non plus des tutus, tout ça, c'est en rupture. Un peu l'héritage d'une arrière-grand-mère déjà. Non, mais alors ma mère, Monique, était la préférée de sa grand-mère. Et comme elle a eu un problème avec sa mère, qui a divorcé en 1922, il a divorcé, donc c'était pas... la relation mère-fille a été compliquée pour elle. Et donc la figure maternelle, c'était la grand-mère. Et cette grand-mère, c'était Marie, avec un tempérament assez particulier. Donc elle est partie comme ça. Et cette grand-mère a très vite su qu'il y avait quelque chose entre ce garçon et sa petite-fille, et elle a beaucoup poussé pour la favoriser, à telle enseigne que le Noël suivant, elle est venue avec elle dans cette maison en hiver, avec sa petite-fille, pour que sa petite-fille puisse voir son marin il s'écrivait, mais enfin il n'y avait pas de téléphone à l'époque, c'était pas encore... Et donc cette arrière-grand-mère, mon arrière-grand-mère, Marie, a beaucoup œuvré pour que sa petite-fille s'épanouissent. Bon. Voilà. Et en 1932, ces 2 individus se sont mariés à Genève. Alors mon père, à ce moment-là, avait fini son service militaire et il était embarqué comme radio sur les chalutiers de mer du Nord, à La Rochelle, entre autres. Et il y avait très peu de bateaux qui étaient équipés de radio à cette époque-là. Et il était un des premiers à être embarqué comme radio pour passer les pêches. C'était intéressant pour les armateurs de savoir ce que le bateau avait et lui dire, écoute, nous avons un marché de temps, il faut rentrer maintenant. Et... Donc mon père est parti en Suisse se marier à Genève, et mes parents se sont mariés à la mairie de Genève, et ils ont fait une petite bêtise, ils ont oublié de faire transférer leur mariage à l'ambassade de France. Ce qui fait qu'ils étaient mariés pour les Suisses et pas mariés pour les Français. Alors, ils se sont mariés, donc ils ont fait 7 enfants successivement. Et un jour, mon père, en voulant préparer sa retraite, est allé voir les autorités. On lui a dit, mais vous n'êtes pas marié? Vous êtes la veuve française, vous n'êtes pas marié. Et il lui dit, j'ai 7 enfants, mais il dit, ça fait rien. Et mes parents se sont mariés avec moi. Et j'étais pas témoin, mais j'aurais pu l'être parce que j'étais déjà majeur. Ils se sont mariés très tard. Enfin, ça a été c'était une remise en... Voilà. C'était une histoire assez intéressante. Voilà.
Voilà. Et puis ils ont fait donc, moi je suis né en 34, donc 2 ans après. Vous êtes né En Suisse, à Marseille. À Marseille, parce que mes parents se sont installés à Marseille. Papa était marseillais, et ses parents à lui étaient marseillais. Donc voilà. Et mon grand-père paternel était un Italien qui est venu d'Italie en 1900, à pied, à 8 ans, tout seul, pratiquement de Florence, parce que c'est à côté d'un petit bled à côté de Florence, à Orange, dans le Vaucluse, à pied, tout seul, à 8 ans. C'est aujourd'hui impensable. Et il allait parce que c'est une histoire un peu compliquée. Mon arrière-grand-père paternel était garibaldien. Et avec Garibaldi, ils sont venus donner un coup de main à la Commune de Paris, quand en 70, il y a eu la Commune de Paris. Mais ils sont arrivés, c'était fini. Donc ils sont rentrés en Italie, à pied, comme les troupes marchaient à pied. Et cet arrière-grand-père, là, il est tombé malade à Orange. Et on l'a laissé au bord de la route en disant, écoute, débrouille-toi, nous, on ne peut pas t'attendre, tu es malade, soigne-toi, guéris-toi, ou meurs. Mais on te laisse ici. Et il a été recueilli par une famille. Cette famille avait une femme qui est mon arrière-grand-mère de l'autre côté, du côté paternel. Cette arrière-grand-mère était calabraise. Comment? Je ne sais pas comment elle est venue, celle-là, je n'ai pas de renseignements historiques à elle. Et il a été recueilli par cette famille, guéri, et il est rentré chez lui. Mais tous ces gens-là, c'était des ouvriers pauvres. Ils ne savaient pas lire ni écrire. Et pour garder le contact, ils se sont adressés au curé de leur paroisse, qui écrivait au curé de la paroisse de l'autre côté, en Italie, et 2 fois par an, ils s'écrivaient en disant un petit peu, voilà ce qui s'est passé dans la famille. Le curé venait, il écoutait, il écrivait. Et il faisait une lettre au curé de l'autre qui lisait la missive. Et quand il y a eu la grande famille de 1900 en Italie, les grands drames, la famille Rossi d'Italie a dit à la famille Brun d'Orange, eh ben, on va t'envoyer les enfants. Ils ont envoyé une première fille, tout le village s'est cotisé pour que la fille puisse venir avec les diligences, ou je ne sais pas comment elle est venue exactement. Et puis, comme il n'y avait plus d'argent, ben, le petit frère a dit, moi j'y vais à pied. Et il est parti tout seul. À 8 ans. À 8 ans. Il a mis 3 mois pour faire le voyage. Alors, il a dû travailler en route. Alors, tout ça, je ne le sais pas directement de lui. Je le sais de maman, maman l'a questionné quand elle s'est mariée. Elle a dit, mais vous êtes d'où d'Italie, pour comment? Et puis elle a su, et voilà. Et c'est maman qui m'a appris tout ça. Finalement, tout ce que je vous raconte là, c'est maman qui me l'a raconté, parce que moi, je n'étais pas là. Voilà. Voilà. Alors, vos parents s'installent à Marseille, vous naissez à Marseille, vous grandissez, vous faites votre petite enfance à Marseille, ou vous connaissez Porquerolles à cette époque? Non, alors moi je connais Porquerolles parce que je suis né en juin, et en juillet j'étais ici, en 34, donc j'avais 1 mois. Donc j'ai toujours connu Porquerolles, parce que j'ai grandi, j'ai des photos où je suis petit garçon de 2 ans, tout nu sur la plage de la Courtade avec ma grand-mère et maman. Mais j'ai toujours vécu Porquerolles jusqu'à 1939-40, où à ce moment-là, moi je suis parti en Suisse malade. Vous avez été scolarisé ici ou à Marseille? J'ai jamais été scolarisé en France. J'ai scolarisé en Suisse, à Guéry, dans les années 44. Ouais. J'ai fait 2 années de primaire en Suisse, et après je suis revenu à Marseille, chez mes parents. J'ai été élevé par ma grand-mère, en fait, en Suisse. Pendant la guerre, j'ai passé toute la guerre, de 42 à 46, j'étais en Suisse. Et donc, j'ai vécu comme un petit Suisse, parce que j'avais un séjour autorisé. Il y avait beaucoup de petits-enfants juifs qui étaient avec nous, d'ailleurs, qu'on a connus à l'école ou ailleurs, et qui avaient pu se sauver de l'enfer de la guerre. Moi, j'ai passé une guerre sans problème alimentaire, et puis surtout soigné, parce que j'avais une cavière tuberculeuse quand je suis parti, à 6 ans, et je suis rentré guéri à 12 ans. Non, et je suis rentré à Marseille à 12 ans. Et je voulais faire médecine, donc j'ai fait ce qu'on appelait le PCB, qui était un produit d'éthique. Puis j'ai commencé médecine, j'ai eu la faiblesse de me marier à cette époque-là. Bon, et puis ça a mal tourné assez vite, et je me suis retrouvé privé de mon sursis militaire en 60. Malgré mes études, malgré le fait que j'étais étudiant, on m'a dit l'Algérie vous attend, et hop,
Je suis parti 2 ans en Algérie. Donc j'ai fait 2 années de guerre en Algérie avec une seule permission en 2 ans, donc à bout de 12 mois. Et puis, je suis rentré père de famille, divorcé, et plus trop envie de faire des études où il fallait gagner ma vie et faire des études en même temps. Et j'ai dit, qu'est-ce que je peux faire avec le fait que pendant toute ma scolarité avant, comme j'étais l'aîné de 7 enfants, il fallait participer financièrement à mes études. J'ai toujours travaillé. Donc, à l'époque, c'est la grande époque où on vendait n'importe quoi à n'importe qui. J'ai travaillé dans une maison qui faisait des machines à laver, des frigos et des cuisinières. Donc, c'est comme ça que j'ai gagné ma vie. Alors, je savais faire ça. Et puis, j'avais des bonnes bases de médecine. Et j'ai dit, il n'y a qu'une chose qui peut me sortir d'affaire, c'est travailler dans un laboratoire pharmaceutique. Alors, je suis rentré en novembre 60. J'ai été libéré en novembre 60. Et en janvier 61, je suis entré dans un laboratoire pharmaceutique comme visiteur médical. J'ai été chef de groupe l'année suivante et patron de la visite dans un troisième temps grâce à des hasards favorables. Et à l'époque où on pouvait changer de boulot sans problème, il y avait plus d'offres que de possibilités. C'était les Glorieuses. Et là, ça a très très bien marché. Je m'étais remarié depuis et pendant 6 années avec mon épouse, on n'a pas eu d'enfant. 8 ans. Oui, j'avais un petit garçon d'un premier mariage. On a passé le chiffre d'affaires du laboratoire d'1 milliard à 3 en 2 ans. J'avais une petite fille qui était née entre-temps. Donc j'avais une vie où j'étais en avion tous les jours ou presque. J'ai fait 600 heures d'avion par an. Pour aller en France, un peu à l'étranger. Je suis retourné en Algérie, par exemple. J'ai refait l'Algérie pour créer un réseau médical en Algérie. Et je lui ai dit, si je continue cette vie avec une deuxième petite fille qui est née un petit peu après, je dis, c'est compliqué, je ne connaîtrais pas mes enfants. Je m'en vais lundi matin en premier vol, je m'en vais. Je rentre de temps en temps le samedi, pas toujours. Voilà. Alors donc j'ai dit que, comme je suis un petit peu attrapé avec mon patron, j'ai dit, écoutez, si vous n'êtes pas content de moi, vous foutez-moi dehors. Il m'a dit, je ne peux pas, parce que dans l'industrie pharmaceutique, tout se sait. Et alors, j'ai dit, écoute, à ma femme, j'ai dit, si vous êtes d'accord, on va à Porquerolles. Moi, j'ai acheté cette maison en 63. Vous aviez toujours des attaches Bien sûr. Moi, je venais toujours là. Et puis, je suis venu. Alors, ma grand-mère, donc la mère de maman, a acheté cette maison-ci en 1939. La maison où nous sommes. Et j'ai dit à mon épouse, et mon épouse est tout à fait d'accord, elle dit qu'on va aller s'installer à Porquerolles. Alors, on avait une maison superbe à Marseille qu'on a vendue. Et on est venu se mettre ici. Et vos parents étaient ici ou étaient à Marseille? Maman était déjà ici en plein temps et mon père finissait, il a eu sa retraite l'année suivante à Marseille, donc il est venu tout de suite se mettre ici. Ils avaient une maison qui est à côté de l'hôtel des Mèdes, là, une maison qui fait l'angle et qui reste un de mes neveux après la succession. Donc vous arrivez au milieu des années 70, c'est ça, 74, et vous êtes, donc vos parents sont ici, en tout cas votre maman à temps plein et votre père, et le reste de vos frères et sœurs, non. Par contre, vous êtes... Aucun, je suis le seul de la famille à être venu ici. Bon. Par contre, mes parents recevaient régulièrement tous leurs petits-enfants. Ça faisait, il y en a 19, donc ça faisait un gros paquet. Et tous ces garçons et ces filles qui maintenant sont des adultes, des parents, voire des grands-parents, sont attachés à Porquerolles à cause de ça, parce qu'ils ont eu leurs meilleurs souvenirs de jeunesse ici. Et puis maman était un personnage tellement exceptionnel que c'était le pivot d'une famille et tout le monde l'adorait. Personne n'a jamais eu rien contre... Voilà, c'était une fédératrice. Alors vous vous installez... Vous n'avez pas d'activité, vous arrivez ici... C'était gonflé parce que... Oui, c'était gonflé, oui. Partir d'un poste où je gagnais très très bien ma vie... L'adaptation se fait facilement? Tout à fait, tout simple. Oui, ça, c'est... Alors, les 2 premiers jours, j'avais installé le téléphone ici parce que cette maison me servait de relais pour inviter des toubibs qui nous intéressaient. Et en plus, les labos participaient à ce genre de choses. C'est-à-dire qu'ils disaient, si vous les recevez, on vous envoie une caisse de champagne. Alors nous, on recevait ici le champagne pour les recevoir, etc. Et puis pour eux, c'était un peu le folklore. C'était une maison qui n'était pas confortable comme maintenant, mais c'était une maison quand même. Et venir à Porquerolles, c'était un peu exceptionnel. Donc je suis venu ici. Bon, pour moi, c'était pas un problème de s'installer ici. Et le téléphone ne marchait pas. Alors je vais à la poste.
Et la postière me dit, ah, monsieur Rossi, vous connaissez tout le monde ici, je sais, moi je connais personne, et le facteur est malade depuis une semaine. Regardez tout le courrier, je ne sais pas où le mettre. Est-ce que vous voulez le trier? Alors j'ai trié, j'ai dit, ben ça va à la finca, ça va aux horizons, ça va auprès des palmiers, ça c'est... Voilà. Bon. Et puis elle me dit le lendemain, vous revenez demain? J'ai dit, si vous voulez, ça vaut une demi-heure, c'est vite fait. Je suis retourné, elle m'a dit, vous ne voudriez pas le distribuer? Et puis ça a commencé comme ça, et puis pendant une année, j'étais facteur à Porquerolles. Et au bout d'une semaine, elle m'a dit, je vais vous déclarer, parce que quand même, je ne peux pas faire ça comme ça en douce, donc j'étais facteur. Et puis pendant cette année-là, la station-service s'est libérée, je l'ai prise, d'abord comme employé, et puis je lui ai proposé d'acheter le fonds. C'était un garagiste de la Tour Fondue qui avait cette concession. Et après beaucoup d'hésitations, il m'a dit non, tu te fous de moi, c'est pas assez cher, etc. Et puis un matin, à 6h, il m'a téléphoné le matin, il m'a dit on aura rendez-vous chez le notaire à 7h. Bon, alors, voilà. Et puis j'ai pris la station, on faisait 5000 litres année, et je l'ai quitté mis dehors par l'État, puisque c'est une concession qu'on appelle une AOT, c'est-à-dire autorisation d'occupation temporaire, révisable à n'importe quand et sans raison. Et on nous a mis dehors en 2003, fin 2003, avec des ventes d'1 million de litres par an. Donc c'était 16 heures de boulot par jour, de présence. Alors j'ai créé ça, et puis j'ai créé Vous aviez des salariés avec vous? 3 salariés, oui. Une petite affaire de rien du tout, on a fait une grosse affaire. Ouais. J'ai créé un chantier naval en même temps. Voilà, qui existe toujours sous la forme de magasin, parce que comme c'est une de mes filles qui a repris cette affaire et qu'elle ne se sentait pas dans un chantier, elle préfère un magasin avec des fringues et de l'accastillage, et il existe toujours. Voilà. Et puis nous, le jour de la retraite est arrivé, j'ai pris ma retraite à 78 ans, donc j'estime que c'est bien, je rigole bien quand les gens se mettent, parce qu'il faudra qu'un jour ou l'autre ils partent à 63 ou 64 ans, ça me fait rire doucement. Bon, mais ça dépend un peu du tempérament des gens et puis de leurs conditions physiques. Hein. Et vos fonctions bénévoles à la SNSM? Alors, la SNS, c'était tout de suite, en arrivant, j'ai dit, il n'y a pas de raison il y a deux fonctions bénévoles qui m'ont occupé un petit peu de temps, c'était les pompiers, puisque je suis retraité des pompiers, pompier volontaire, je suis retraité. Vous avez exercé ici à Porquerolles, oui, parce qu'on avait très peur du feu ici. Hein, le jour où l'île flambe, c'est quand même un désastre, parce qu'un jour de Mistral, ça part d'un côté, c'est grillé jusqu'à l'autre bout. Hein, et ça, c'est arrivé déjà en 1857, ça. Hein. Donc, je ne sais pas ce que ça produit. Et puis la SNS, Jean Bardy était le patron de l'époque. Très vite, je lui ai dit, écoute, tu as besoin d'équipier, j'en fais partie. Et puis, j'ai toujours aimé le bateau, j'ai mes permis depuis longtemps, donc voilà, c'était tout à fait normal, tout ça. Et vous êtes resté longtemps à la SNSM? Ils m'ont foutu dehors parce qu'ils se sont aperçus avec beaucoup de retard que j'avais dépassé les 60 ans. À 60 ans, et moi à 65 ans, ils se sont aperçus que j'étais encore dedans. Ils m'ont dit, oulala, les assurances ne couvrent plus si tu tombes dans l'eau. C'est bon. Donc j'ai quitté le poste, et puis j'étais remplacé à la présidence par l'instituteur. D'accord, Marc Cosfranc, qui est le patron maintenant, qui est le président, et mon neveu qui est le patron. D'accord. Hein, Tristan, parce qu'il y a ces deux fonctions que j'ai cumulées, mais qui étaient identiques. Bon, le président, c'est officiel, c'est la relation avec le siège à Paris, et puis le patron, c'est lui qui est en charge du bateau. Et puis voilà. Et c'est une fonction plus la SNS que les pompiers. Les pompiers, heureusement, on n'a pas eu grand-chose à faire. On a eu que 2 alertes de feu ici qu'on a vite maîtrisées, et puis pas grand-chose d'autre. On avait des gardes, mais c'est tout. J'ai pas fait grand-chose comme pompier, alors qu'en CNS, j'ai fait beaucoup de choses. Ouais, vous avez des exemples, vous avez des souvenirs Des souvenirs, oui, malheureusement très douloureux. Très douloureux. Voilà. Quand on ramène à son père le corps de son fils tué par un coup de baume, c'est des choses lourdes. Hein. Quand oui, il y a même une anecdote qui rebondit 60 ans plus tard. J'ai retrouvé avec l'équipage de la vedette un couple mort
noyés. Ils sont morts de froid, ils ne sont pas morts de noyade, parce qu'ils avaient leur gilet de sauvetage. Et ils étaient en jet ski, ils sont tombés du jet ski sur une vague, et le jet ski est parti à la dérive, et ils n'ont pas pu le rattraper, ils sont morts de froid. Et on a trouvé deux cadavres, un couple, une jeune femme et un jeune homme. Et 60 ans après, j'ai imaginé un système pour que ça n'arrive plus. Je suis en passe de le breveter maintenant. Ça consiste en quoi ? C'est tout bête, c'est un filin qui relie le coupe-circuit obligatoire sur cette machine, qui est relié obligatoirement au pilote, sur son gilet ou sur son poignet, qui coupe le moteur quand le pilote est éjecté, mais qui garde le lien. Qui garde le lien avec l'esquif. C'est tout simple, je pourrais vous montrer ça tout à l'heure si je sais où ma femme a mis mes protos, parce qu'on a changé l'organisation de la maison, là, je ne sais pas où c'est, mais c'est marrant, pardon de l'interruption. Voilà, vous inquiétez pas, c'est passionnant. Voilà, c'est quelque chose comme ça. Ouais. Voilà. Alors ça se met sur le gilet. Ouais. Quand vous éjectez, ça s'en va, le moteur s'arrête, et puis ça se débroule. Et on garde le lien. Et on garde le lien. Dans l'eau, on n'a qu'à tirer dessus et on va vers le... Bah oui, voilà. C'est... Voilà. Plein de bon sens. Et ça s'appelle Safe String. Moi, c'est pas mon premier brevet, ça. Parce que j'utilise le peu de cervelle qui me reste à réfléchir sur certains problèmes. L'invention, c'est faire en sorte que un défaut qui existe soit transformé pour qu'il n'existe plus. Ouais. C'est ça, ça vous passionne. C'est ça, c'est passionnant. Ouais. Ben, ça permet de réfléchir un petit peu. Oui. Voilà. Ouais, alors j'ai présenté ça aux affaires maritimes à Toulon, où la directrice départementale m'a dit « Mais c'est génial votre truc, pourquoi on n'y a pas pensé avant ?» Je dis « J'en sais rien. » Il fallait qu'il y ait une expérience. Ben, il fallait que quelque chose me tracasse pendant des années pour que je me dise qu'est-ce qu'on pourrait faire contre ça. Et puis voilà, un jour l'idée est venue, on prend une bonne ficelle, on attache et puis c'est fini, quoi. J'aimerais revenir sur votre maman, Monique Rossi, qui était donc une pianiste émérite, qui a contribué fortement au dynamisme culturel de l'île. Elle a organisé, m'a-t-on dit, toute sa vie des concerts sur l'île où elle invitait l'été des amis musiciens. Elle tenait également la bibliothèque. Est-ce que vous avez été marqué par cette période ? Est-ce que vous l'avez un peu vécue ? Et quels souvenirs vous en gardez, si c'est le cas ? Alors cette Monique-là, c'est une femme assez exceptionnelle. Bon. Mais c'est un petit peu sa grand-mère. C'est issu d'une lignée de femmes assez exceptionnelle. Oui. Je suis très féministe. Moi, j'ai vécu pratiquement avec que des femmes, beaucoup. J'ai vécu avec cette arrière-grand-mère que j'ai connue et qui est venue à mon baptême à Marseille. Elle était genevoise, elle est venue en avion, en 1934. Aller et retour. Bon, et puis un jour, chez elle avait l'habitude de recevoir sa famille tous les jeudis pour ce qu'ils appelaient un thé. Alors c'était un thé parce qu'on voulait voir les enfants, on voulait voir qu'est-ce qu'ils faisaient. Et un jour, elle les amène, elle dit « Devinez d'où je viens ?» Alors on lui dit bah, « Ce matin, tu as dû aller à une exposition, ou bien une conférence, ou bien, on ne sait pas, tu as mangé un gâteau quelque part. » Elle dit « Non, je suis allé à Lyon. » Alors il dit « Écoute, c'est pas vrai parce qu'on t'a vu ce matin à 9h ici, et il est 2h de l'après-midi, et tu dis que tu es allé à Lyon. Et puis c'est revenu comment ?» Elle dit, mais je suis allé en aéroplane. Quand Air France a installé sa base à Genève, il se trouve que son filleul était chef d'escale et qu'il y a eu un vol inaugural de Genève à Lyon et qu'elle a voulu une place sur cet avion-là. Donc elle l'a fait. Mais c'était déjà une dame qui avait 50 ans bien passés, elle avait 60 ans à cette époque-là. Et pour mon baptême, en 1934, elle est venue. Donc en 1934, elle est née en 1954. Elle avait 80 ans. Elle est venue en aéroplane. Avec des avions qui étaient Junker à l'époque. J'ai des photos de cet événement. Les fauteuils étaient en osier dans l'avion. Et l'avion était fabriqué avec des tôles ondulées, un petit peu comme les tubes Citroën, les camionnettes tubes. Voilà. Alors cette fille, et alors en plus comme c'était la première petite fille et vraiment sa préférée. Il y a eu d'autres enfants qui sont venus après, mais cette Monique, c'était la préférée de mon arrière-grand-mère, et c'est elle qui l'a boostée dans son tempérament. À 16 ans, maman était premier prix de conservatoire, 16 ans. Elle était ensuite chez Jacques Dalcroze, donc elle a fait des tournées en Hollande, en Angleterre.
Elle me racontait toujours qu'elle était très fière d'avoir serré la main de la reine de Hollande, qui venait voir une équipe de Suissesses qui venait faire une démonstration chez elle. Voilà. Et maman a été... Toute sa vie, la danse et la musique ont été son principal art de vivre avec ses enfants, parce qu'elle a eu 7 enfants, et elle a toujours été une mère attentive, très moderne. Moi, j'ai le souvenir de maman, petit garçon, je mettais mon oreille sur son ventre pour écouter le cœur de la petite fille ou le petit garçon qui allait arriver. Bon. Ce qui fait que moi, je me suis beaucoup occupé de mes frères et sœurs, parce que maman était en Suissesse. Elle donnait aux petits-enfants des responsabilités. J'ai su langer un bébé très vite. Et quand j'ai eu moi-même des enfants, c'est moi plus que mon épouse qui avait pas peur de m'en occuper. Alors qu'une jeune maman, souvent, elle a peur de faire mal. Prendre un bébé, le soulever par les 2 pieds comme ça pour le glisser sa couche, c'est des choses normales. Mettre la main, à l'époque on mettait des couches avec une épingle de nourrice, il fallait mettre sa main sur le long du ventre pour, si on se piquer le doigt. Nous, même pas le bébé. Voilà. Enfin, il y a des gestes qui sont mécaniques, oui. Voilà. Et puis, maman, en plus, elle était une éducatrice, c'est-à-dire qu'elle aimait, elle savait et elle aimait transmettre. Ce qui fait que la seule chose qu'elle ne nous a pas transmis, et ça je lui en veux un petit peu, c'est l'amour de la musique. Aucun de ses enfants n'était musicien. Ouais, c'est bizarre. Pourtant, elle a fait beaucoup partager sa vie a été une vie pleine de musique tout le temps. Et ici, comme elle avait un sentiment religieux intéressant, elle était protestante, mais ici, l'église catholique lui valait très bien. Elle disait, moi je suis communique, je n'ai rien à faire du tout des curés ou des pasteurs, ce qui compte, c'est la foi, le reste, c'est pas important. Donc, elle était ici et il y avait un mauvais harmonium. Elle a décidé de fournir des fonds pour acheter l'harmonium. Mais comme elle n'avait pas de fonds, parce qu'avec 7 enfants, c'est pas évident. Et puis, mon père n'avait pas une situation extraordinaire. Il était fonctionnaire à Marseille. Elle a décidé de faire des concerts où elle faisait une quête spéciale, où les gens étaient très contents d'avoir de la bonne musique. Parce que maman travaillait au conservatoire de Marseille, avait des relations avec d'autres professeurs qui venaient ici, souvent gracieusement, pour donner des concerts. Donc pendant 40 ans, elle a fait des concerts ici à l'église. Et quand elle est morte, je me suis senti obligé de continuer, quoi. Et on a continué pendant 15 ans, jusqu'à ce que l'église nous soit fermée pour des raisons un peu bizarres, en disant que c'est pas une salle de spectacle, donc vous ne ferez plus de musique chez nous. Bon. C'est un petit peu dommage parce que voilà. Sur le plan culturel, vous trouvez que l'île a évolué favorablement ou pas ? J'ai une relation très particulière avec Carmignac parce que il se trouve que tout début, Valentine, leur attachée de communication, est venue faire une conférence pour expliquer ce qu'était Carmignac, etc. Et je suis allé à cette conférence. C'était au Parc National, un hameau du Parc National. Et en sortant du Parc National, elle était un peu perdue, elle ne savait plus où était le village. Alors j'ai dit, si vous voulez rentrer au village, venez avec nous. Et puis, en chemin, elle me dit, qu'est-ce que vous avez pensé de la conférence ? Alors j'ai dit, écoutez, est-ce que je dois être poli ou est-ce que je dois être honnête ? Elle me dit, oulala, ça, je n'aime pas trop. Quand on dit ça, ça veut dire... J'ai dit, ben oui. Elle me dit, je préfère que vous soyez honnête. Alors j'ai dit, écoutez, c'était très mauvais parce que vous faites les choses à l'envers. Bon. Venez voir les porc-relais, expliquez-leur avant et faites après. Vous faites d'abord et puis vous venez expliquer après. C'est pas comme ça qu'il faut faire. Et puis, c'est pas tombé dans l'oreille d'un sourd parce que Charles, un jour, a décidé de faire sur la place un vin d'honneur où il a sorti les maquettes du bâtiment qui était donc en réfection. Et je trouve que ce bâtiment, moi je le connais très bien parce que j'étais très ami avec le précédent propriétaire, Henri Vidal. Et Henri Vidal, pendant qu'il a fait ce palais qui était la Courtade, il habitait chez nous. D'accord. Et il venait, ma femme avait ici des chambres d'hôtes, elle avait 4 chambres d'hôtes. Et Henri venait ici et il est venu, la première fois qu'il est venu avec sa maquette, il est venu dans cette maison. Et Henri, je n'ai jamais vu un homme aussi inquiet. J'ai dit, mais vous êtes architecte, Henri. Bon, vous savez très bien que... Mais il dit, mais c'est ma maison, et vous représentez si je la manque. Et puis on a logé ici, son carreleur, son plombier, toutes ces personnes qui ont fait un chef-d'œuvre, parce que c'était vraiment un truc assez exceptionnel.
Ils sont tous venus chez nous, donc j'ai des liaisons. Et vous pensez que ce qui a été fait, justement, de la Fondation respecte le Alors, lieu? C'est ce que j'ai dit à Édouard Carmignac, le jour où il a inauguré, il nous a invités, tous les porquerolais nous ont invités. Ce jour-là, il se trouve qu'il a fait le tour et puis il nous serre la main. Il m'a dit Carmignac. J'ai dit, écoutez, je suis content de vous saluer. Et je voudrais vous dire quand même que je vous félicite. Ah, il me dit, bon. Il m'a dit, oui, j'ai retrouvé l'esprit de cette maison. Il m'a dit, c'est ce que je voulais faire. Et moi, ça m'a touché parce que c'était vraiment, au plus profond, pour moi, l'esprit des lieux est resté le même. Et il y a une chose qui m'intéresse encore plus, c'est qu'un jour, avec Henri, on a eu des tas de relations très intéressantes. Le dernier repas pris à l'Arche de Noé, c'est avec lui, et c'est avec Henri. Et ici, Henri, un jour, on parlait de sa maison, et il m'a dit, oh, c'est une grosse maison, c'est trop grand, peut-être, j'ai vu peut-être un peu trop, mais un jour, ce sera une fondation. Et il nous a dit ça il y a peut-être 3 ans ou 4 ans avant sa mort. Donc c'était prémonitoire. Donc, et moi, je suis très sensible à ça. C'est que moi, j'ai un lien particulier avec ces lieux qui, bon, je ne suis pas toujours d'accord avec ce qu'il y a dedans. Vous avez assisté aux... 6-7 fois. Chaque fois que nous avons la famille, et puis cette maison, c'est une maison où énormément de gens viennent, passent. Bon, j'ai une énorme famille. Et comme Porquerolles est un centre d'appel pour eux, donc tout le monde vient volontiers ici. Bon, et parmi tout cela, il y a des gens qui voulaient aller chez Carmignac. C'est quand même très beau, le lieu est magnifique. C'est un coup de maître, et je l'ai dit aux principaux responsables, c'est un lieu que j'aime bien, et puis je pense que c'est un plus pour l'île. Vous avez vu les différentes représentations qui se sont tenues cet été? Pas toutes, parce que je suis parti un mois là. On est parti un mois. Les danseurs sur la place. Oui, c'est là. Je suis allé voir aussi chez lui. Oui, ça, c'est dans la grande arène. Ça, j'y suis allé. Sous l'œuvre. La chanteuse baroque. C'est là j'ai très manqué, mais qu'en août, j'étais pas là. J'étais en Suisse. J'étais chez Janada, donc on ne peut pas être partout en même temps. Je n'ai pas le don d'ubiquité, je n'ai pas encore. Et puis là, en ce moment, on est allé voir donc la Dream Machine avec Barbara Carlotti. J'y vais ce soir. Vous y allez ce soir. Voilà, c'est une expérience. Oui, non, mais c'est... Bon, je pense qu'il pas du tout fermé à ce genre de choses. C'est un libéral absolu, donc... Tout est le bienvenu, et bon, j'aime pas tout, mais tout est le bienvenu, voilà. Je reviens un petit peu en arrière sur votre enfance, et notamment les premières années que vous avez pu vivre à Porquerolles. Est-ce que vous avez des souvenirs de petite enfance sur l'île ? Les jeux avec vos frères et sœurs, les activités sur l'île, est-ce que vous avez des souvenirs? J'ai des tas de souvenirs, j'ai même des souvenirs très précis. Par exemple, que je suis donc l'aîné d'une fratrie de 7, et mes parents vivaient dans cette maison où je suis maintenant, qui était une maison sans eau, sans électricité et sans tout à l'égout. C'était une cabane. Bon. Et avec papa, on allait à 11h30 chercher de l'eau sur la place, avec 2 brocs chacun. Et avec... à tout casser une 40aine de litres, même pas, parce qu'un broc, ça doit faire 7-8 litres. Et moi, j'étais un petit garçon de 12 ans, donc j'étais pas très costaud encore. Et on revenait à la maison, et avec ça faisait l'eau pour toute la journée, pour faire tout. La cuisine, la vaisselle, la toilette, et l'eau, une fois qu'elle était usée, elle passait aux tomates parce qu'on ne la jetait pas. Et alors, une invention, ce serait pas de revenir à ça pour justement régler les problèmes d'eau sur l'île? On n'a jamais manqué d'eau à Porquerolles, tant que les gens ne prenaient pas des douches. Donc voilà, à l'heure actuelle, on estime entre 600 et 800 mètres cubes jour la consommation d'eau à Porquerolles. Et c'est une île qui supporte mal ça. La preuve, c'est qu'on nous apporte 400 mètres tous les jours. 400 mètres cubes tous les jours ou presque avec le bateau. Mais oui, moi j'ai j'ai des centaines de souvenirs. Comme tous mes frères et sœurs, comme tous mes neveux et nièces, les souvenirs de Porquerolles sont des souvenirs étonnants et des gamins. Beaucoup de choses faire des choses que je trouve maintenant anormales, mais que je serais très fâché si mes enfants faisaient pareil, mais je les ai faites moi. Bon, par exemple, aller à la Tour Fondue à la nage, partir du Langoustier, aller à la Tour Fondue et revenir. Bon, ça c'est des trucs... Vous l'avez fait? Oui, il y aura 15 ans. Hein. Si mes garçons qui ont 15 ans maintenant faisaient ça, je serais fou de rage. C'est un de nos rêves avec mon mari. On est des nageurs d'eau libre et on aimerait bien. Mais il y a une traversée d'ailleurs, la traversière, qui existe. Oui, je l'ai fait.
Vous l'avez fait. Oui, oui. Elle n'existait Et pas encore. Et vous l'avez fait. sans bateau d'assistance, sans rien à personne, sans dire rien à personne. Avec des amis à vous? Tout seul. Tout seul? Oui, oui, tout seul. Voilà, aller jusqu'à Torfondu, sortir de l'eau séchée, et dire maintenant il faut que je rentre, et comme j'ai pas de sous, j'ai rien pour prendre le bateau, ben je rentre comme je suis venu. À la nage, je rentre autour. Il faut le faire, hein. Oui, ça fait... Il y a combien de kilomètres? Ben, je crois qu'il y a... 12 kilomètres, non? Non, non, Ah, non, 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 mais non, aller-retour. même pas, non, de la Torfondu, de la Torfondu au port de Porquerolles, il y a 6 kilomètres. Ah, oui. Mais du Langoustier, du petit Langoustier à la Torfondu, il y a 2000 mètres, pas plus. Ah, il y a 2000 mètres. Oui, mais enfin, quand Même même, pas plus. en haute mer. Ah non, 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 mais il faut le faire. Non, 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 c'est pas... Ouais. Non, non. Voilà, si mes enfants faisaient ça, je serais foudrage. Ils le savent. Ben, je l'ai un peu trop dit, je l'ai dit. Ne le faites pas, c'est un mauvais exemple. Intrépide comme votre mère et votre Ah non, arrière-grand-mère. Et c'est pas tout, c'est que, bon, j'ai des frères et sœurs, mais ils sont tous du même acabit. Hein. Non, non, on est tous... non, maman nous a donné des gènes qui sont... Prendre des gènes qui viennent de plus loin, qui sont des... C'est pas des rigolos, tout ça. Parmi vos centres d'intérêt principaux, on m'a dit que vous étiez passionné d'économie. L'économie, c'est une vieille lubie que j'ai, c'est que j'ai été ici président du comité interlocal pendant une longue période pour tâcher d'avoir un dialogue avec la mairie. Et on est au début du deuxième tranche de HLM qui sont faits là-haut. Et je me suis toujours intéressé à l'économie en tant que chef d'entreprise. Et même quand j'étais dans un laboratoire où je n'étais que salarié, j'estimais que c'était une maison à moi. Comme si j'étais le patron finalement. J'ai toujours eu cet esprit de dire qu'est-ce qu'on peut faire de mieux? Et ce qui ne va pas, qu'est-ce qu'on peut faire pour que ça aille mieux? Et en économie, c'est la même chose. L'économie, c'est un petit peu ça. Donc, l'économie générale m'intéresse et l'économie politique m'intéresse aussi. Donc voilà, j'ai la maison pleine de livres d'économie politique. Et j'écris un bouquin pour le moment, qui est un bouquin de politique fiction, dans lequel je mets en place un système global de civilisation à venir. Mais c'est un conte utopique, ça s'appelle comme ça, conte utopique, où c'est une femme qui est présidente de la République. Mais ça tient au fait que j'ai vécu avec une épouse, avec 2 filles, une mère et une belle-mère, qui étaient très souvent avec nous. Donc j'ai vécu un milieu de femmes. Et quand je suis arrivé ici, en 1974, j'avais donc 2 minettes, une qui avait 18 mois et l'autre qui était dans son panier. Les copains disaient, mais ça va pas, tu démerdes, pardon de l'expression, cette petite fille, c'est pas à toi de faire ça, c'est à ta femme. Je dis non, on est 2 pour avoir fait ce gamin, et elle est aussi ma fille, donc il n'y a pas de raison que je m'en occupe pas. Donc voilà, et pour revenir à votre question d'économie, c'est que j'ai toujours pensé, qu'est-ce qu'on pourrait faire économiquement mieux? Bon, on vit un monde économique, qu'on le veuille pas, qu'on soit pour ou contre, on vit un monde économique. La création de richesse fait que nous vivons un monde qui est 1000 fois mieux que le monde de nos grands-parents, arrière-grands-parents. Moi, j'ai une double filiation, d'une part des grands bourgeois richissimes qui ont fait vivre 3 générations complètement sans travailler. Bon, nous sommes la première génération à avoir dû travailler parce qu'il n'y avait pas d'argent qui venait d'eux. Et de l'autre côté, des gens qui étaient des ouvriers, manœuvres, maçons, des gens qui... Et entre les deux, je dis que la création de richesse, c'est une obligation. Et quand on pense à ce que nous étions, nous, peuple, il y a 50 ans, et ce que nous sommes maintenant, les gens qui disent c'était mieux avant, ils ont des rondelles de saucisson à la place des lunettes, hein. Et pour revenir justement à Lille, et donc où la dimension économique est une réalité, hein, on le voit l'été avec la pression touristique. Vous avez une position sur... alors, dans ma question, il y a déjà un semblant de voie de réponse, mais sur l'hyper-fréquentation de Lille l'été, qu'est-ce que ça vous évoque? Le problème, il y a un double problème là-dessus. Il y a d'une part, les gens qui viennent, ils ont le droit de venir. Première chose. Bon.
Deuxième chose, la masse, c'est jamais bon, nulle part. Tous ceux qui viennent ici, bon, ils ont le droit de venir. Économiquement, on a beaucoup plus d'argent qu'avant. Avant, ne venait ici qu'une élite financière. Des gens qui avaient de l'argent et qui pouvaient se permettre de venir un mois. Maintenant, plus personne vient un mois à Porquerolles. On vient 15 jours, quand on vient 15 jours, et puis même on vient 3-4 jours, et même peut-être une journée. Bon. Et c'est, le rapport à l'île a changé pour ceux qui y habitent. Pour ceux qui viennent, non. Ceux qui viennent voir, eh bien, ils voient un joli coin et ils sont contents d'être venus. On parle quand même de régulation par l'insatisfaction. On dit que les gens qui viennent aujourd'hui peuvent se plaindre. Alors, il n'y a pas de toilettes sur l'île. C'est vrai qu'il y a quelque chose de l'ordre de l'inadaptation entre le flux de personnes qui viennent ici et ce qu'on a et les infrastructures qui sont disponibles. Oui, mais là, moi, je pense que c'est un problème économique. Parce que si pourquoi il y avait des toilettes bien organisées, ce qui est faisable économiquement, il suffit de mettre 5 millions sur la table, et puis on fait des toilettes partout dans Porquerolles, bien. Bon, mais malheureusement, c'est pas le problème, c'est que où les trouver, qui paye? Je reviens à vous et à votre lien avec l'île. Est-ce que vous pourriez me dire un petit peu à quoi ressemble une de vos journées sur l'île? Peut-être qu'elle ne se ressemble pas, mais si vous deviez un petit peu me dire comment vous vivez vos journées actuellement. Alors, en été, je suis très casanier, parce que j'ai une maison agréable, j'ai un jardin, je me mets dehors, et puis on est hyper tranquille, on est le coin du village le plus tranquille possible. Même mes parents qui habitaient de l'autre côté de la place, il y avait des voitures qui passaient, du bruit. Ici, il n'y a jamais personne parce que... Ceux qui peuvent se perdre en pensant aller au phare. Ils me demandent où est le phare. Je dis, écoutez, vous continuez, puis vous prenez la première à droite, vous y êtes dessus. Et puis si vous voulez marcher vraiment dans la campagne, vous prenez les petits chemins là, puis vous tombez aux 4 chemins, qui sont 5 d'ailleurs. Bon, ça, c'est normal. Voilà. Non, mes journées, j'ai pas de journée type du tout. Je suis un garçon qui dort... en décalage avec les autres. Il m'arrive de me coucher, de dormir à 3 heures du matin, par exemple, parce que c'est le soir que je suis le mieux. Et quand j'avais des décisions professionnelles à prendre importantes, du travail important à faire, je le fais entre minuit et 2 heures du matin, mieux qu'entre 6 heures et 8 heures, ou qu'entre 2 heures de l'après-midi et 3 heures. Le calme de la nuit. Voilà, c'est comme ça. Alors, donc, j'ai pas de journée type. Je profite maintenant que je suis libre de mon temps d'avoir un petit déjeuner qui est tranquille et qui est agréable et puis qui est divers. Et puis quitte à pas manger à midi, voilà, on n'a pas de règles. Et puis j'ai une épouse qui a un rythme beaucoup plus séquencé que le mien. Elle va à la plage tous les matins, moi j'y vais jamais ou presque, bon, parce que je vois pas d'intérêt d'aller à la plage pour mettre ma serviette sur le sable, ça m'intéresse pas beaucoup. Voilà, puis j'ai plus de temps à passer avec les autres, finalement, qu'avec une activité personnelle. Bon, je suis absolument incroyant, je suis complètement, et je suis très copain avec les moines qui sont au fort de l'Arpentance. L'ancien, Séraphin, qui était un homme intéressant, que je suis allé voir 2 fois où il est maintenant. D'une part pour fêter ses 90 ans, et puis une fois pour le voir, simplement. Il est où maintenant, le père Séraphin? Il est à Solan, dans l'Ardèche, dans un monastère de femmes orthodoxes. Mm-hmm. Et son supérieur lui a demandé de ne plus être seul, donc il a cédé, parce qu'il a fait vœu d'obéissance, c'est ce qu'il m'a dit, mais il m'a dit ça avec des larmes aux yeux. Hein. Ouais. Quitter Sainte-Marie, ça l'a beaucoup ennuyé. Mais c'est un homme rayonnant, il connaît mes positions intellectuelles et philosophiques, et on s'entend très bien. Et il a été remplacé par un que je connais plus que les autres, jeune, que j'ai rencontré tout à fait par hasard. Un jour, sur le bateau, il y avait 2 moines qui venaient à Porquerolles, sur le bateau, et on a des amis qui étaient avec eux sur le bateau, et ils commencent à parler en anglais. Bon, voilà, vous allez où? On va au fort là-haut, et ils avaient 4 gros cartons. Et il pleuvait beaucoup ce jour-là. Et alors j'ai dit, mais comment vous allez faire? Bien, on va aller à pied, et on viendra chercher le 2e carton après. Alors il dit, oulala, alors cette amie me téléphone, elle me dit, écoute Eric, tu as une voiture, tu devrais être gentil, venir les chercher, tu veux bien venir les chercher? Je suis parti avec ma camionnette, j'ai pris les 2 moines et leur paquet, et je les ai emmenés là-haut. Et puis en anglais d'abord, parce que Basile est roumain, et il parle l'allemand et l'anglais, et le roumain, mais pas le français. Donc on a parlé un peu en anglais, et puis très vite on s'est bien entendu,
Il m'a dit, si vous pouvez me prêter un livre en français, je vais lire en français comme ça, je verrai déjà les mots, puis ça va. Et maintenant, il parle français aussi bien que moi, ou presque. Hein. Extraordinaire, parce qu'ils ne sont pas là depuis très longtemps. Ben non, il est là depuis 2 ans. Ouais. Ce qui fait que Basile est devenu un ami, mais intime. Et lui aussi, je n'ai pas caché mes positions, parce qu'il n'y a aucune raison de les cacher. Et puis, quand on parle à quelqu'un, il autant être honnête. C'est pas la peine de se cacher derrière un crayon, je suis trop gros pour ça. Et voilà, on a des relations d'amitié. Les journées, moi, j'ai pas l'impression de perdre mon temps, mais je fais pas grand-chose apparemment. J'ai une cervelle qui tourne souvent comme ça, et je lis beaucoup quand même. Et puis on est des fanats d'art. Bon, on est allé à Monaco la semaine dernière pour l'exposition d'Ali. On va chez Gennada une fois par année au moins. Bon, voilà, c'est un monde qui nous plaît. Et puis ici, nous avons des relations sociales fortes. Beaucoup de gens nous disent, mais en hiver, qu'est-ce que vous faites? Vous vous ennuyez pas en hiver? Je ne me suis jamais ennuyé une minute, jamais. On a des copains, on se voit, on se reçoit, on regarde un film ensemble. Vous pensez justement que le caractère insulaire développe davantage cette vie de village qu'on peut retrouver dans certains villages sur le continent? Moi, pour ne parler que de choses que je connais assez bien, la SNSM, il y a une vedette dans chaque grande ville. Eh bien, des villes comme Nice et des villes comme Marseille, ils n'arrivent pas à constituer un équipage complet pour une vedette. À Marseille, ils ont dû confier la vedette à des professionnels qui sont des marins, pompiers, des militaires. Ici, on a été jusqu'à 20 à l'équipe. Pompiers volontaires, ici, tous les garçons étaient pompiers volontaires, tous. Pratiquement tous. Il y avait un qui avait très mal à la jambe, ne pouvait pas, mais tous les autres étaient pompiers volontaires. Ce que vous voulez dire, c'est qu'il y a un élan à Marseille, combien de pompiers volontaires ils ont une dizaine. Bon, ils ont 1 million d'habitants, nous on est 150, et on arrive à faire une équipe de 20. Et non, mais le ratio, c'est... Vous pensez que ça développe, que vivre ici, ça développe un esprit de fraternité? On s'aime pas tous, hein. Il faut pas non plus dire c'est bisounours pour tout le monde. Moi, il y a des gens qu'ici je peux pas encadrer, mais je les respecte et je les vois quand même. C'est-à-dire que j'ai aucune envie d'aller casser une croûte chez eux, ni de les avoir à la maison, mais quand on doit faire quelque chose ensemble, pompiers ou SNS, à ce moment-là, c'est autre chose, on a une fonction commune. Donc, je pense qu'une société, c'est ça, en fait. Quelle est la saison que vous préférez à Porquerolles? Moi, c'est l'hiver, enfin, c'est tout sauf le mois de juillet-août, quoi. Parce que vous allez dans le village, on s'est fait un peu bousculer par les vélos. Bon, il y a un manque de civisme qui me gêne plus. Vous posiez la question tout à l'heure, quelle évolution vous voyez? Je trouve que les gens sont moins civilisés maintenant qu'il y a 50 ans. Ils étaient moins nombreux aussi, il faut reconnaître. Personne ne m'a jamais bousculé avec un vélo avant. Vous êtes en train de parler avec quelqu'un devant la boulangerie, il y a un vélo qui passe à côté de vous, mais il y a une remorque derrière le vélo. Il n'a jamais pensé que la remorque était plus large que le vélo, et il vous fauche les jambes en passant, et il ne s'arrête même pas en disant bon, il n'a qu'à pas être là. Bon. Voilà, il manque de... Ça, c'est... Et puis j'admets mal que les gens froissent un papier et le mettent par terre. C'est des choses qui... On le voit un peu moins quand même maintenant. Je pense que les gens sont quand même un peu sensibilisés. Oui, mais... Comme il y a le regard de l'autre. Oui, mais nous, on a beaucoup œuvré pour ça. Pendant une certaine période, on faisait les plages avec les gamins de l'école. On donnait un sac plastique à chacun, des gants. On mettait des gants en plastique. Et puis on faisait le concours. Avec une balance, on pesait qui c'est qui ramène le plus. Et Petit Malin mettait des 4 cailloux dedans pour dire j'ai trouvé des choses qui étaient sur la plage pour que ça pèse un peu plus lourd. Bon, tout le monde avait une récompense, etc. Et puis on a planté tous les petits pins qui sont derrière la plage d'Argent. C'est nos enfants qui les ont plantés. Les petits pins, c'est comme ça maintenant, ils ont 30 ans. 40 ans même. Je comprends, vous aimez la période où l'île devient plus calme. Moi, je dis toujours, quand les gens me disent tu es bien, je dis moi j'ai un jardin de 1200 hectares. Alors, je dis c'est pas à moi, mais c'est tout comme, parce qu'il n'y a jamais personne, et voilà. Quel est votre endroit préféré sur l'île? Le ou les endroits? Alors moi, c'est la place de Notre-Dame pour des tas de raisons familiales. Oui. Et puis, c'est là que j'ai nagé pour la première fois de ma vie. Oui. Et ça, j'ai le souvenir de ce jour-là, en plus. C'était avec ma grand-mère. Et puis, il faisait un gros temps, il y avait du Mistral. Et j'ai senti que les vagues, quand elles venaient, elles me soulevaient tout seul. J'ai dit, mais une fois que tu es en l'air, tu peux rester en l'air. J'ai bougé, puis je me suis aperçu que je savais nager. Bon, c'était
un exploit. Et ça, j'ai toujours été très... Et puis c'est là où j'ai emmené mon épouse qui est là. La première fois qu'elle est venue à Porquerolles, c'est là où je l'ai emmenée. Donc c'est une place qui est... C'était peut-être moins... Il y avait peut-être moins de monde aussi. Il n'y avait personne, il n'y avait jamais personne. Et puis j'ai eu des amis proches qui venaient avec leur bateau, qui passaient un mois là, dans un petit creux à gauche. Ouais. Et tous les 2 jours, avec mon bateau, j'allais lui porter de l'eau. Et nous sommes restés amis jusqu'à leur disparition. Et nous restons amis avec leurs enfants. Donc c'est un lieu qui est un peu symbolisé. Et puis un deuxième lieu qui symbolise beaucoup de choses pour moi, c'est le fort de la Repentance. Ouais. D'une part parce que quand on était gamin, on allait dans ce fort et on faisait des choses qui n'étaient pas très recommandables. On a dessiné des horreurs sur les murs et je lui ai dit à Séraphin, il m'a dit j'ai tout mis ça sous du blanc, maintenant on ne voit plus rien. Parce qu'avec du charbon de bois, on faisait du feu pour se chauffer, on allait dormir là-haut souvent. Alors, des choses qu'on ne peut plus faire trop maintenant, nos enfants. Ils ne vont pas dormir dehors. Nous, on allait dormir dans les forts et les parents comprenaient. On était beaucoup plus libres que maintenant. On n'avait pas de téléphone. Hein. Moi, je suis parti, quand j'étais l'année de mes 16 ans, j'ai fait le tour de Provence à vélo, 1 mois. Personne ne savait où j'étais passé. Mes parents ne sont jamais inquiétés. Ils donnent confiance en lui, il se débrouille bien. Si ça ne va pas, on le saura. Bon. Alors que maintenant, ils vont chez Charlotte. Nos garçons disent « Tu es bien arrivé ?» Oui, ça va, bon. Il ne faut pas pousser, quoi. Pour vous, la Porquerolles authentique, ça signifie quoi? Si tant est que ça signifie quelque chose. Non, moi, je ne sais pas ce que c'est que l'authenticité de Porquerolles, parce que je ne sais pas ce que c'était il y a 3 siècles. Et puis, qu'est-ce qu'un Porquerolais? Je ne sais pas non plus ce que c'est. Alors, bien sûr, ça fait partie de mes questions, parce qu'ici, tout le monde... Oui. Non, un Porquerolais, vous ne savez pas le dire. Non, je ne sais pas ce que c'est. Je ne sais vraiment pas ce que c'est. Moi, je suis bien partout. Bon. Il y a une année, en février dernier, j'étais en Chine. Bon. À 85 ans, aller en Chine, les gens disent « Tu vas en Chine tout seul ?» Oui, j'ai dit « Je connais 4 mots. Bonjour, merci, au revoir, manger. » Avec ces 4 mots, 3 semaines, ça va, très bien. Bon. Et puis un peu d'anglais. Tu peux venir, hein, il n'y a pas de secret. Bonjour, enchantée. Bonjour madame, enchantée. Il n'y a pas de secret, tu peux venir. Je vais au magasin. Mais non, ces secrets, je les connais depuis 50 ans. Oui, mais c'est passionnant. Alors, continuez. Mais nous fêtons, en janvier, nous fêtons nos 55 ans de mariage. Ah, c'est magnifique. Est-ce que vous auriez un souvenir ou une anecdote marquante de votre vie à Porquerolles, dont vous vous dites finalement j'ai pu vivre ça qu'ici, ou alors une anecdote tout à fait simple? Des milliers, mais il n'y en a pas une qui vous vient? Non, moi, c'est des souvenirs de SNS qui sont les plus forts, parce que il y avait des vies parties ou récupérées fortes. Voilà. Bon, puis des revanches aussi, souvent des choses qui... il y a ici un médecin qui est un parcours très particulier parce qu'il c'est le patron du SAMU de 93. Et Lambert, c'est un garçon qui est très brillant, qui est le seul agrégé français, membre de l'Académie de réanimation des États-Unis. Le seul français. Et Lambert se moquait de moi en disant « Ouais, votre vedette, là, vous allez vous promener, etc. » Jusqu'au jour où, sur son bateau, il a reçu un coup de baume. Il était bien content de m'appeler. Et quand je l'ai débarqué à taux fondu dans le camion du SAMU, il m'a dit « Merci, je retire ce que j'ai dit. » Comme quoi, même des gens compétents, intelligents et amis arrivent à dire des bêtises. Bon. Voilà, ça c'est mes leitmotifs, c'est le fake news, et c'est malheureusement, ça n'est plein partout, et il faut s'en défendre. Mais oui, mais moi j'ai passé une grosse partie de mon temps, je passe à ça, faire le trier, livrer du bon grain, et c'est pas facile. Sur la vie insulaire, en fait, qui fascine autant qu'elle peut effrayer, pour vous, qu'est-ce qui fait sa particularité? Aussi bien d'un point de vue de temporalité, d'espace, de vie en communauté, qu'est-ce qui fait, selon vous, la particularité de la vie insulaire? Vous qui avez vécu, en plus, sur le... Moi, j'ai vécu sur le continent, puis j'ai vécu surtout en voyage, partout sur la planète, quoi. Aller dormir une nuit à Alger, et puis la nuit suivante à Arras, la 3e nuit à Tunis, et puis le jour d'après à Orléans, c'est des trucs, j'avais l'habitude de prendre toujours la même chaîne d'hôtels pour trouver à peu près la même table de nuit un peu partout au même endroit, mais encore c'est pas toujours facile.
Non, moi, je crois que tout ça, c'est lié. L'insularité, le fait d'être cerné d'eau, d'être un petit peu éloigné des autres, parce qu'en hiver, on a 5 bateaux par jour. Et encore maintenant, il fut un temps où il n'y en avait que 4. Et encore pas tous les jours. Il y avait des jours de mauvais temps, on ne passait pas. Les bateaux ouverts, moi j'ai des photos de maman sur un bateau complètement découvert. Il n'y avait rien pour se cacher. Là maintenant il y a du vent et de la pluie. On se met dedans, on a l'air conditionné, on est assis dans une chaise confortable, on risque rien. Les bateaux étaient ouverts et passaient pas tous les jours, tant s'en faut. Et le fait d'être isolé fait que le petit groupe, il se sent un peu obligé d'être cohérent. Un peu comme une famille, s'il y a du mauvais temps, on a tendance à se mettre les uns contre les autres pour avoir chaud. Voilà, c'est un peu la même chose. Et j'ai l'impression que socialement, les relations sont plus faciles ici pour des gens d'esprit et de mode de vie différents que ça ne serait en ville dans un plus grand ensemble. Moi, je me sens plus proche des autres en général ici qu'à Marseille, ou à Paris, ou à Genève, ou ailleurs. Voilà. Mais c'est un peu la même chose dans les petits villages de montagne, c'est la même chose. Voilà, il faut, dès qu'on est un peu isolé des autres, pour aller vers le gros de la masse, c'est plus difficile, on est forcé de revisiter un petit peu ses relations internes. Voilà. Et je pense que ça, c'est lié au territoire. C'est lié au territoire. Je pense que le territoire, nous sommes des animaux qui vivons sur un territoire donné. Et ce territoire nous façonne, en quelque sorte. Ouais. Ça, c'est lié à l'espace. Ouais. L'espace nous impose certaines choses. Et plus on ouvre l'espace, moins de choses en imposer. On a plus de choix. Et ici, il y a moins de choix. Donc, on est forcé d'utiliser mieux ce qu'on a. Ouais, je pense que c'est une belle explication. On dit que l'hiver, l'île revêt, c'est une réalité, un tout autre visage. On entend souvent qu'il faut avoir passé 1 ou 2 hivers complets sur l'île pour comprendre et connaître réellement la vie sur l'île. Un habitant de Porquerolles disait, j'ai entendu ça dans un reportage, qu'il faut avoir un trésor en soi pour passer l'hiver ici. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça ? Est-ce que vous trouvez que les hivers sont longs et rudes ? Si oui, est-ce que vous avez trouvé votre trésor ? Moi, j'aimerais bien que l'hiver dure 20 mois par an, parce que finalement, c'est le meilleur moment pour nous. C'est le moment où les autres sont disponibles. Avant, pendant les années d'activité, j'ai travaillé beaucoup pendant l'été. Je faisais des journées de 16 heures, 16 heures par jour, tous les jours, 100 jours d'affilée, sans dimanche, sans week-end, sans vacances. C'est physiququement, c'est un effort, il faut faire. Par contre, la récompense, c'est qu'il y a tout l'hiver derrière où on fait rien du tout. C'est pas faire rien du tout. On fait ce qu'on veut, quand on veut, comme on veut. Et l'hiver... Pour vous, c'est pas une difficulté, l'hiver, au contraire. Non, c'est le moment que c'est un très bon moment. Et bon, en plus, moi, j'ai une notion du foyer très particulière. Le foyer, c'est ça, le vrai foyer. Et ça, chez nous, c'est allumé jour et nuit. Et c'est le seul moyen de chauffage qu'on a dans la maison. Bon, ici on a ce qu'il faut, parce qu'il y a des arbres qui tombent régulièrement. J'ai un camion, donc on peut chercher du bois où on veut. Le parc national a compris qu'il fallait ne plus brûler son bois, parce qu'avant on brûlait le bois. Et ça, on a eu... moi j'ai eu une attrapade avec notre député de l'époque, qui vient un jour, par surprise, j'étais président du comité interlocal, il pleuvait ce jour-là, et il vient, et puis il se présente, il dit, j'ai votre député, je suis à Porquerolles, qu'est-ce que vous avez à me dire ? J'ai dit, écoutez, c'est bien, parce que le parc national brûle tous les jours des dizaines de tonnes de bois qui serait mieux d'être brûlés dans les maisons. Il m'a dit, écoutez, je vais voir si la direction des parcs nationaux ne peuvent pas faire en sorte que... Et maintenant, il coupe le bois, mais il le laisse au bord du chemin, il dit, prenez-le si vous voulez. Ce qui est une très bonne chose, autant ne pas le brûler pour chauffer les oiseaux. Derrière le cimetière, il y avait une aire de brûlage où on brûlait des tonnes de bois chaque année. Et ces tonnes de bois, moi, devant chez moi, là, en hiver, c'est plein de bois. Voilà. Et le foyer, c'est ça. Le foyer, c'est... Et les gens qui habitent autour de chez nous, ils aiment bien venir ici, parce qu'on se met autour du feu. C'est autour donc le bon feu de cheminée, l'hiver, c'est le feu de camp. C'est votre trésor, en fait. Oui, c'est vrai. Et c'est le feu de camp. Quand on était scout, on fait un feu de camp, on se met autour et puis on chante ensemble. On est autour du feu, on est comme un. Et ça, pour moi, c'est important. Voilà.
Et puis j'ai une grosse famille en plus, donc ça a d'autant très plus de souvent il y a sens. un frère, une sœur qui est là, des neveux, des nièces, des enfants, des petits-enfants, voilà, c'est très chouette. Ouais, ouais. Est-ce que pendant l'été, vous adaptez un petit peu votre mode de vie pour essayer de respirer un petit peu Oui, dans la masse? alors en été, je vois beaucoup moins de monde, beaucoup moins, parce que les gens jeunes... Vous hibernez en quelque sorte. Oui, j'hiberne en été. Et puis, je sors quand même, je ne suis pas sauvage, mais ça ne me dit rien du tout d'aller me balader dans le village quand il est tout plein de monde. Bon, les gens que je veux voir, je peux les voir que s'ils travaillent, on se voit, je les dérange dans leur boulot, c'est normal. Moi, j'ai travaillé aussi comme ça pendant longtemps. Et pendant 40 années, je ne m'en suis pas rendu compte de ça, du monde qu'il y avait. Parce que j'étais au bout du port, j'avais beaucoup de clients. Je voyais beaucoup de monde, mais ça, c'était mon job. Une fois que les touristes sont passés, Oui, je les voyais passer, mais c'est tout. Je sentais pas qu'ils allaient rester ici. Alors que maintenant, quand je descends dans le village à n'importe quelle heure, il faut presque jouer des coudes pour passer. Bon, voilà, je comprends très bien qu'ils ont le droit de venir. Je les aime bien aussi, et je pense qu'ils font vivre beaucoup de gens sur l'île. S'il n'y avait pas les touristes, on ne vivrait pas. Il faut pas oublier que tous ceux qui râlent quand les touristes disent s'il n'y a plus personne, c'était bien. Oui, mais quand il n'y avait personne, et il y a eu une période, il y a 100 ans ou 150 ans où il n'y avait pas grand monde ici, mais ne pouvaient venir ici que des gens fortunés, et les autres, ils n'avaient rien. Quand je lis le livre de Canessa, vous connaissiez le livre d'Alphonse. Et Alphonse Canessa, je suis à la base du livre, moi. Parce que quand il a perdu sa femme, il a fait une dépression très grave. Et je dis, Alphonse, vous devriez écrire vos souvenirs, parce que j'ai connu son papa, à lui. Et ce papa, c'est un homme merveilleux, un pêcheur, qui a arrêté de travailler. Son fils lui a pris une partie du moteur de son bateau pour qu'il n'aille pas mettre ses filets. Il allait à la rame. Et il sortait à la rame tout seul, et il allait mettre ses filets le plus près possible. Il allait à la plage d'Argent, ou pas loin. Il ne voulait pas que son père aille derrière, parce qu'il avait peur qu'à 80 ans, il ne puisse pas remonter. Donc il avait enlevé le delco de la partie allumage du moteur. Et comme ça, il ne peut pas mettre son moteur en route, il ne pourra pas partir. Mais il allait à la rame. Et il ramait à l'italienne, c'est-à-dire face à la route. Il ne remet pas en arrière, en poussant. Non, mais c'était intéressant. Et cet homme, j'ai passé des heures avec lui parce qu'il me racontait des choses invraisemblables sur Porquerolles d'il y a 100 ans maintenant. Et ce Porquerolles, c'est le Porquerolles de Canessa. Et quand Alphonse a été très déprimé, j'ai dit, mais vous devriez écrire tout ça. Vous êtes un enfant du pays, etc. Et c'était une relation intéressante pour moi. C'était un homme comme je les aime, quoi. Donc, je suis quelque part, je ne sais pas où, et il m'a dédicacé son premier exemplaire chez les là-haut. Oui, j'ai vu, il faut absolument que je le lise, il paraît. Il faut le dire, c'est un témoignage sur lui. C'est quand petit garçon, il partait porter son repas à son papa qui était à Lustau de Diou, dans son bateau, pris par le mauvais temps, et lui, il venait après l'école, il allait là-bas, avec dans un torchon, porter un plat pour son papa qui passait la nuit avec son bateau, parce que le bateau c'était leur seul bien, donc il fallait protéger le bateau. Et puis c'était le Porquerolles d'avant, c'était un Porquerolles où les gens n'avaient rien. Les jeunes de maintenant n'imaginent pas ce qu'était la vie il y a 50 ans. Même il y a 50 ans, c'est pas si vieux que ça. Des pêcheurs pieds nus ici, moi j'en ai connu, des gens qui n'avaient pas de chaussures. Ils n'avaient pas de chaussures à eux. Et quand ils devaient aller en ville, il fallait qu'ils se fassent prêter les chaussures du frère. Des choses impensables maintenant, voilà, c'est un autre monde. Quel conseil vous donneriez à ces touristes d'un jour? Alors peut-être à un touriste d'un jour qui veut vraiment saisir un petit peu de l'essence de Porquerolles, peut-être pas forcément emprunter tous les sentiers battus. Est-ce que vous auriez un itinéraire à lui conseiller, ou un état d'esprit? J'ai deux choses à lui dire. J'ai d'abord qu'il faut qu'il vienne entre le 10 novembre et le 15 novembre. Voilà. Et puis à ce moment-là, je lui montrerai des tas de chemins que je ne connais pas tous d'ailleurs. Moi, ça fait 85 ans que je suis à Porquerolles, dans 70 ans que je suis conscient de Porquerolles, que je trouve toujours aussi beau d'ailleurs. Chaque fois que je traverse, plus quand je reviens que quand je m'en vais, je trouve que c'est beau. Et depuis 75 ans, toujours j'ai une émotion qui me prend là. Dans la navette? Dans la navette. Alors c'est une navette confortable maintenant. Mais j'ai fait ça beaucoup. Moi, je l'ai fait aussi en navette. Pendant une certaine période, avec le bateau de sauvetage, on emmenait les enfants le matin à l'école parce que
on avait décidé de les laisser dormir une demi-heure de plus. Le bateau partait à 7 heures. Ils étaient à 7h15 et 7h20, ils étaient à la tour fondue. Ils attendaient 3 quarts d'heure le quart. Donc, moi, j'ai dit, si on part ici à 8h moins le quart, ils ont leur même quart, mais nous, on les transporte avec la vedette de sauvetage. On a fait ça des années. Et puis un jour, on nous a interdit de le faire parce qu'on a dit, vous devenez un transport public, vous n'avez pas la licence de, etc. Enfin, toujours ces histoires administratives un peu bêtes. Et donc, j'ai fait des traversées, j'en ai fait des centaines maintenant. Et bien, chaque fois, j'ai une émotion, je trouve ça beau. Voilà. Que ce soit en hiver, soit en été, soit il y a un coucher de soleil, soit c'est noir, soit c'est beau, voilà. C'est important ça, cette faculté à continuer à s'émerveiller, parce qu'on est quand même sur un territoire. Enfant, sur ce plan, je suis un gamin. Je m'émerveille de tout. Je m'émerveille d'un petit garçon qui souffle sa bougie de 2 ans, ce qu'on a fait il y a 2 jours ici. Je m'émerveille de voir ma petite fille me présenter un bébé d'une journée. Moi, je m'émerveille de tout. J'ai qu'une envie, c'est de m'émerveiller. Et je suis de très mauvaise foi, mais vraiment de très très mauvaise foi. Tout ce qui est négatif, je le fous à la poubelle. Alors, beaucoup de gens disent, ouais, ça marche pas, je m'en fous. Donc, le fameux touriste, vous lui conseillez de venir entre 10 et 15 novembre et de venir s'émerveiller, tout simplement. Non, tout à fait. Il y a tellement de choses. Il suffit de regarder. Ça existe. Ouvre les yeux. Comment vous voyez l'île évoluer et quel regard vous portez sur ces changements? Qu'est-ce que vous avez pu observer en termes de grandes évolutions sur l'île depuis que vous y vivez? Alors, l'évolution majeure, c'est quand même le parc national, il faut bien reconnaître. J'étais très proche de tout ce qui s'est passé en 71. J'ai vu ici Georges Pompidou, qui venait avec sa femme, etc. Et Pompidou, qui était amoureux de Porquerolles aussi, c'est lui qui a dit à Guichard, il a dit Porquerolles ne doit pas partir à des intérêts privés. Et il y avait Trigano Blitz, qui était les grands promoteurs de l'époque, qui avait prévu de faire un village derrière chaque plage. Et un village comme Marina-Baie-des-Anges, avec plus de 1000 logements ici. Donc Porquerolles aurait été devenu un club med avec plus aucun village. Le village aurait disparu devant un peu ce que fait l'IGESA, malheureusement. L'IGESA, ils ont leur bateau, ils ont leurs fournisseurs, et le village, qu'est-ce qu'il fait? Le village, il ne fait même pas le pain. L'IGESA, ils vivent en autarcie absolue, pour eux, tout seuls. On les aime bien, parce que moi, je les connais tous. J'ai des amis qui y travaillent, j'ai un neveu qui y travaille, puisque mon neveu est pilote du bateau. C'est lui qui est d'ailleurs le patron de la SNS maintenant. C'est Tristan? Tristan, oui. Ouais. Et c'est mon neveu, c'est donc donc le parc, ça a été une avancée. Le parc, ça a été une avancée énorme. Et le parc, malheureusement, c'est une administration qui a perdu la relation humaine, un petit peu. Le parc, ça soutient toutes les espèces animales, sauf une, qui est l'homme. C'est-à-dire qu'on ne s'occupe pas de lui. On s'occupe de l'interdire. Mais on ne l'interdit pas bien, parce que moi, je vais souvent me promener, et je rencontre des gens, quand ils me rencontrent, ils font ça avec leurs cigarettes. Je leur dis, écoutez, monsieur, c'est pas raisonnable. De 2 choses l'une, ou vous pouvez vous priver d'une cigarette et vous allez vous balader, ou si vous pouvez vous en priver, vous restez au village, là, vous ne risquez plus rien. Vous mettez au bistrot, vous pouvez fumer sur la terrasse du bistrot, c'est permis, et ça ne risque rien en plus. Et puis il y a une grave tare au pays, c'est la folie immobilière. Moi, j'ai acheté cette maison en 63. C'était pas ce qu'elle était maintenant. Ce qu'elle est maintenant. Je l'ai acheté 17 000 francs. C'est-à-dire 3 500 € d'aujourd'hui. C'est impensable. Ouais. C'est impensable aujourd'hui. Maintenant, ma contrôleuse des impôts m'a dit ça vaut 1,5 million, 2 millions. Votre voisin, ils ont vendu 2,5 millions. Et vous êtes plus grand qu'eux. Alors, donc, voilà. C'est pas de ma faute. J'ai dit, ma maison n'est pas à vendre. Elle m'a dit, mais c'est comme ça, c'est le prix vénal. Et ce qui fait qu'à Porquerolles, un ouvrier, un plombier, un maçon, ne peut plus se loger ici. Impossible. Et donc, ce que vous voulez dire aussi, c'est que les Porquerolais ne peuvent plus vivre c'est terminé. ici. Les jeunes ici... Quand il y a un héritage, ils ne peuvent pas garder une maison qui vaut 1,5 million. Ils sont 2 enfants, ils disent, ça nous fait chacun 750 000 € qui vont tomber comme ça. Pour passer 15 jours de vacances, c'est pas possible. C'est économiquement impossible. Mais économiquement, c'est foutu. Alors, il reste des HLM, mais les HLM ont été affectés à des jeunes de l'époque,
qui sont des vieux maintenant. Il n'y a pas de renouvellement. Alors maintenant, comment on fait? Il y a des endroits où on pourrait faire ici. Moi, en faisant de la politique fiction, c'est très facile à faire parce qu'on imagine n'importe quoi, puis on fait les choses très facilement. Mais quand je regarde la finca, par exemple, devant la finca, il y a un grand terrain. Quand vous allez au phare, le premier petit pont à droite, c'est le petit pont, à gauche, c'est aller aux Quatre Chemins. Là, il y a un grand terrain qui est là, où il y a l'ex-maison de Spavone, qui est au milieu, qui a été laissée à l'abandon pendant 15 ans. Il n'y avait personne dans cette maison, c'était un scandale. Là, on rase tout ça, on fait ici un groupe d'HLM. On peut faire une 50aine de logements, sans problème, maisonnette avec jardin, clair, facile. On fait venir des jeunes couples là-dedans, on met un câble optique avec et le télétravail, maintenant, vous avez des tas de métiers qu'on peut faire chez soi. On peut relancer une économie. Ça fait rêver en plus. Ah non, mais c'est évident, je suis tout à fait conscient. Mais si on veut faire les choses, on peut. Hein. Bon, la réserve foncière de Porquerolles est nulle. Moi, je suis un des seuls à avoir un morceau de terrain. Il y en a un autre qui est au-dessus de chez nous, constructible. Et chez nous, j'ai un morceau de terrain constructible, en plein cœur du village. J'ai de la peine à obtenir un permis de construire pour faire un studio que je m'engage à louer à l'année à des gens qui bossent. J'ai déjà une maison que je loue à l'année et je suis le seul à louer à Porquerolles une maison à l'année. Il y a nulle part ailleurs. Rien. Mais moi, je ferais 3 fois plus d'argent avec cette maison si je louais que 6 mois dans l'année. 3 fois plus. Bon. Mais philosophiquement, je m'interdis de le faire parce que je vis ici et je voudrais que ça continue. La menace, c'est quoi? C'est que le village dépérisse? Il se stérilise. Bon, 12 enfants à l'école. Oui. Bon, voilà. Quand mes filles étaient scolarisées ici, 35. Ouais. 55 à certaines époques. On faisait des fêtes de fin d'année. Moi, je suis le Père Noël chaque année. Une journée de travail par an. Bon, mais j'ai 12 enfants. Et il se trouve que les enfants d'ici, on les connaît tous parce que avec ma femme, on s'occupe une journée par semaine de la cantine. Cette cantine qui est une fausse cantine, puis c'est un hôtel, un restaurant qui accepte les gamins à tour de rôle. Oui, c'est ça. Alors il faut de l'encadrement et les parents sont souvent occupés. Et cette année, il n'y a plus de cantine. Donc de temps en temps, les parents nous téléphonent, si vous pouvez les prendre à midi, ça nous ferait bien plaisir. Donc on a souvent ici des gamins qui viennent, qui ne sont pas les nôtres, mais qui nous appellent papy, mamie, c'est pareil. Ça, On parlait tout à l'heure de cet esprit-là, qui est typiquement insulaire. Mais ça ne peut se passer qu'ici, oui, ça. Tout à fait, parce que leurs parents, la maman ou papa, je leur fais la bise, tous les deux. Vous les connaissez Et sur le bien. bateau, quand je prends le bateau, je fais 20 bises. Bon, je prends le métro à Paris, je ne fais jamais aucune bise à personne. Voilà. Non, c'est sûr. Même je prends le car d'ici à la Tour Fondue, je fais la bise à personne. Et alors, quel conseil vous donneriez à une famille qui désire s'installer ici, qui a la chance peut-être de trouver un logement? Qu'est-ce que vous lui conseilleriez D'être complètement marginal, de laisser tomber tout ce qu'il avait appris avant, de faire peau neuve, de se faire un grand baptême d'eau, là, de se nettoyer, immersion complète, de venir passer quelque temps avant pour savoir si ça accroche ou pas. Parce que quand je raconte mon existence à des copains qui me connaissent de près, ils me disent « Ah, ton truc, c'était couillu ». Bon, de venir tout seul, avec 2 gamines et pas de job, tu avais un job en or, tu laisses tomber tout ça et tu vas dans un truc sans savoir ce que tu vas faire. Tu gagnes 10 fois moins à la poste que ce que tu gagnais avant. Et puis je dis mais non, mais j'ai envie de travailler, je sais que ce sera transitoire, je ferai quelque chose d'autre après, et puis c'est fini, quoi. Voilà. Mais il faut ou l'être avant, ou s'affranchir quand on arrive ici. C'est-à-dire, je fais un truc, c'est comme traverser l'Atlantique sur un radeau. Bon, j'ai connu Bombard professionnellement parlant, c'est un type qui avait des idées complètement tordues, mais génial. Mais il fallait le faire, hein. Et pas tout le monde est capable de faire ça. Voilà. Et ça, c'est pareil. Venir ici, c'est un petit peu... Déplacer mais le curseur, il faut le mettre très haut pour passer. Hein. Et si ça passe pas, ça casse. Hein. Il y a des tas de gens qui ne sont pas supportés ici. C'est pas facile. Ça veut dire ne pas venir ici avec l'image de la carte postale idyllique. La carte postale, elle existe, mais c'est qu'une apparence. Hein. C'est ce qu'on... Voilà, quand on vient et puis qu'on passe la nuit ici, déjà, j'ai dit à ceux qui aiment, j'ai dit, venez passer une nuit déjà. Vous verrez Porquerolles d'une autre façon. Et tous mes copains, je leur dis, venez restez à la maison ce soir. Ah oui, mais tu verras, ça change tout. Et c'est vrai que ça change tout. Ça leur donne une autre pensée, une autre façon de voir le pays, de le sentir et d'être dedans. Et surtout, si vous voulez y habiter, alors là, c'est...
Oui, il faut passer une nuit, il faut même y passer à mon avis, il faut passer un hiver quand même. Il faut passer un hiver complet, il faut passer une année. Oui. Au bout d'une année, on se rendra compte qu'on supporte l'été, on supporte le printemps, tout l'hiver. Et puis voilà, puis l'hiver, c'est autre chose. Et bon, il ne fait pas tout le temps. Enfin, parfois, moi, c'est ma tenue d'année, ça. Oui. En hiver, je ne sais pas plus que ça. J'ai une doudoune quand je vais dehors, puis c'est démarre. Hein, Oui, ça pour le climat, c'est quand même un vrai. Bon, à part les jours de grand Mistral et de tempête, mais sinon, c'est. Et même ces jours-là, je trouve que c'est quelque chose d'intéressant parce que c'est une mise en confrontation avec la nature. Ouais. Les éléments, c'est autre chose que nous quand même. Hein, on est plongé là-dedans et on est comme des poissons, dans un bocal. Hein, on ne peut pas se sauver autrement. Hein, Alors ma dernière question, elle est peut-être un petit peu plus poétique ou imaginaire en tout cas. Quand on évoque Porquerolles, on parle souvent de joyaux de la Méditerranée, de perles des îles d'or, voilà, dans ces clichés un petit peu de cartes postales. Un petit peu à la façon d'un portrait chinois, quel serait selon vous l'objet ou l'image la plus évocatrice de Porquerolles ? Quand vous êtes loin d'ici et que vous pensez à Porquerolles, qu'est-ce qui vous vient immédiatement à l'esprit ? Alors moi, je ne sais pas ce que c'est que le paradis, mais je sais l'essai qu'on en fait. Bon, c'est-à-dire c'est un morceau d'Éden. Petit, si ça existe, ça ressemble à ça. Bon, avec les contraintes que ça représente, parce que y a pas que du. Là, on est un peu trop bisounours, je trouve. C'est qu'on voit toujours ce qui est très bien, ce qui marche bien, etc. Il y a des choses qui ne vont pas ici. L'eau de Porquerolles, c'est une eau qui est hyper toxique. Moi, tous les 10 ans, je change mon chauffe-eau. Bon, c'est un détail, mais c'est des contraintes. Par contre, il y a des avantages qui sont des fausses contraintes. Moi, j'ai fait un AVC, c'était en décembre dernier. 1 heure après, j'étais à Sainte-Anne, lisé, hors d'affaires, et puis les séquelles, 0. Hein, bravo. Bon. Si j'avais été à Marseille, j'avais mon AVC à Marseille, à 12h30, j'ai passé 3 heures dans un embouteillage pour qu'on me mène à l'hôpital. Donc, on n'est pas plus éloigné que... Et c'est la SNS qui m'a expédié. Bon. Les pompiers d'abord, la SNS ensuite. Donc, tout ce dont j'ai participé avant, ça a fonctionné pour moi aussi. Et 2 fois, j'ai fait un infarctus grave. C'est la SNS qui m'a sorti d'affaire aussi. Je l'ai donné, mais elle m'a donné aussi. C'est pas qu'un sens unique. Hein. Donc pour revenir à cette image, si le paradis existe, peut-être qu'il a quelque chose d'approchant. Oui, c'est ici une première marche, en tout cas. Mais c'est un monde à part. Voilà. Ouais, on va rester sur cette parole. Merci beaucoup, Eric. Voilà, je crois que c'est un monde à part, vraiment. Merci à Eric pour cette plongée vertigineuse et passionnante dans l'histoire de Porquerolles et de celle de ses aïeux. Je profite de cet épisode qui ouvre 2021 pour vous dire 2 choses. Tout d'abord, vous souhaiter une bonne année, la plus déconfinée et démasquée possible, avec une pensée pour celles et ceux qui ont été particulièrement éprouvés par cette année 2020. Je souhaite aussi vous remercier pour votre écoute fidèle de Fragile qui fête aujourd'hui ses 1 an. 45 épisodes, des rencontres étonnantes, des parcours singuliers qui, je l'espère, vous font découvrir une Porquerolles sensible et multiple, vous éclaire sur son histoire, ses problématiques économiques, sociales, environnementales, sur la vie insulaire tout simplement. Merci beaucoup pour vos messages et vos témoignages, c'est toujours une joie de vous lire et de découvrir ce qui vous lie à Porquerolles. J'espère pouvoir vous faire découvrir cette année de nombreuses autres histoires tout aussi riches et sensibles. Pour ceux qui découvrent le podcast, tous les épisodes restent disponibles gratuitement sur la plateforme d'écoute de votre choix, Apple Podcasts, Deezer ou Spotify. Vous pouvez également me suivre sur les pages Facebook et Instagram du podcast Fragile Porquerolles. On se retrouve très vite. À bientôt.